Moi, je n'avais pas entendu qu'il avait commencé à annoncer les résultats définitifs. Donc, je continue à parler avec un copain à côté et il a dit je vais vous demander un peu de silence, monsieur le député, puisque oui, vous êtes député. Et là, ça a explosé dans la salle. C'était quelque chose d'assez incroyable. Il m'a dit t'aimes les clashs, t'es contre Castaner, tu seras le député Clash-Taner. Moi, je l'ai vu déguisé au carnaval de Forcalquier en guitariste de Kiss. Ah oui, maquillé et tout, et il venait au carnaval. Tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Le collectif qui était autour de moi à ce moment-là, les gens qui étaient là, c'est des gens qui militent depuis des années et qui n'ont jamais gagné. Jamais, on n'a jamais gagné. C'est quand même plus agréable de militer chez nous que de l'autre côté, quoi. Amis du café, amis de la police, amis nostalgique de Castaner. Bienvenue au poste. Émission spéciale. Il a pris ses marques hier à l'Assemblée nationale. Il est déjà au poste dès ce matin parce que nous on est comme ça. Le tombeur de Castaner dans la place, c'est lui, Léo Walter. Bonjour David. Alors je vais le dire une fois. Je l'ai dit dans l'euphorie dimanche quand on était à l'Élysée, Montmartre. On se connaît un petit peu puisque tu es l'oncle de mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Et vice versa. Voilà. Et donc, voilà. Mais ça faisait quand même un certain temps qu'on s'était pas vu. Et donc, je te vois apparaître sur l'écran de télévision dimanche dernier, le tombeur de Castaner. Dis-moi franchement, à quel moment tu sais que c'est bon et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors, nous, on pensait que c'était faisable et possible depuis un bon moment. On savait aussi que ça serait très dur et puis qu'on pouvait parfaitement perdre. Mais il y a quelque chose qui est monté pendant toute la campagne et qui était cette idée que c'était de plus en plus possible. Après, pour le jour même, on a fait la tournée des bureaux de vote avec ma suppléante Alice. Et c'est vrai qu'on a constaté dans un certain nombre de bureaux de vote qu'il y avait une augmentation de la participation et en particulier dans quelques bureaux de quartiers populaires, ce qui est plutôt bon signe en général pour notre camp. Donc au cours de l'après-midi, on se disait bon bah ça peut peut-être le faire. Et puis on s'est retrouvé avec les copains. On était très nombreux dans la salle à Forcalquier où sont proclamés les résultats. Et à partir de 19h30, 19h45, les premiers résultats partiels arrivaient et on voyait que ça montait. Donc nous aussi ça montait. Il y avait les copains qui applaudissaient à chaque nouveau résultat qui tombait. Bon, moi j'étais au milieu et je disais on attend. Je voulais les résultats définitifs. Et puis il y a ce moment incroyable où David Géant, le maire de Forcalquier, qui est un maire Les Républicains, et c'est lui qui a annoncé les résultats définitifs. Et en fait, moi, je n'avais pas entendu qu'il avait commencé à annoncer les résultats. Donc, je continue à parler avec un copain à côté et il a dit je vais vous demander un peu de silence, monsieur le député, puisque oui, vous êtes député. Et là, ça a explosé dans la salle. C'était quelque chose d'assez incroyable. Ah, c'est dément, putain, c'est dément, c'est absolument démentiel. Bon, je me dois quand même de faire rapidement ton portrait. Tu es né en 1972. C'est ça. Donc tu as 50 ans, tu sais que c'est une très mauvaise année. C'est-à-dire 72 ? Oui, c'est l'année de la naissance du Front National. Et je croyais que c'était 74, tu vois. Ouais, mais en fait, enfin, il y a les deux. Mais a priori, le RN fête ses 50 ans cette année. Donc ça commence mal. Tu étais jusqu'à dimanche directeur d'école rurale. Toute petite école, oui. C'est-à-dire petite école. Ah bah 2 classes, mais j'ai doublé mon score parce que la dernière école où j'étais directeur, il n'y en avait qu'une. Deux classes, c'est-à-dire des élèves de CP à CE2, par exemple. Enfin, je sais pas si on dit encore comme ça. Et non, il y a une classe de maternelle et une classe d'élémentaire. Donc, alors cette année, ça dépend des années en fonction du nombre d'élèves et de leur niveau de classe. Mais cette année, il y a une classe qui va de la petite section au CP et moi, j'ai la classe qui va du CE1 au CM2. Ça fait quand même un certain temps, d'après mes fiches, que tu as été front de gauche, que tu as été LFI. Hein, c'était la deuxième fois que tu te
Castanier avec Castaner à Fort-Calquier. Bon là, ça y est, tu l'as mis à terre. Mais enfin bon, plus loin encore, il me semble, et d'ailleurs là tu l'as pas mis, mais un petit blouson qui a fait un petit peu fureur, si je puis dire, sur Twitter, ton Harrington, révèle quand même tes origines anarchistes, on peut le dire. Tu as été un compagnon de route de la Confédération nationale du travail, la CNT, non? Ce serait me faire beaucoup d'honneur de dire que j'étais un compagnon de route, mais effectivement, longtemps, je n'ai pas voté parce que je ne trouvais pas de force politique qui répondait à mes attentes. Mais j'étais un abstentionniste actif parce que j'allais au bureau de vote le dimanche pour montrer que j'étais pas parti à la pêche et expliquer que je ne votais pas à ceux qui voulaient bien me le demander. Mais c'est vrai que dans les manifs, j'étais plutôt aux côtés de la CNT et c'était plutôt de ce côté-là que portaient mes valeurs, qu'elles le portent toujours d'ailleurs. Je continue à penser qu'il faudrait qu'on s'organise autrement que par cette démocratie représentative qui est à bout de souffle. Avec quelques copains, après avoir passé trop d'années à râler les soirs d'élection, on s'est dit que peut-être il fallait qu'on s'en mêle et on a cherché le parti où on pouvait s'engager. Et on a choisi à quelques-uns le parti de gauche qui venait d'être créé 2 ans avant. Ouais. Pour moi, le plus important, parce que tout ça c'est bien gentil, mais enfin ça fait un peu fiche de police, le plus important c'est que tu es adepte du clash. D'ailleurs, j'ai dit dans la bio là pour annoncer le groupe, enfin pas que le groupe, tu aimes bien les clashs, je veux dire la clasherie n'est pas, t'aimes bien ça. Oui, non, oui, effectivement, on peut clasher par moment, ouais. Mais j'ai appris à l'être de moins en moins. Ah ouais. Ah bah il faut. Regarde. Ah donc à l'hémicycle, il n'y aura pas faute de l'eau. Ah non, ça, t'inquiète pas. Mais non, je veux dire par là que j'ai un caractère effectivement qui peut me pousser vers le clash par moment, mais que j'ai appris forcément un petit peu à domestiquer au fur et à mesure que ta figure est de plus en plus connue. T'as de moins en moins le droit de faire certaines choses, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, Clash, et donc Bruno Gassio, qui t'a invité plusieurs fois dans sa petite tambouille, là, sur Twitch, là, comment ça s'appelle? Prune Bourbon. Prune Bourbon, ouais, voilà. Il t'a donné un surnom qui est pas mal. Alors, c'est pas lui, c'est Sophie Roser qui a pardon. animé l'émission ce soir-là et qui m'a dit t'aimes les clashs, t'es contre Castaner, tu seras le député Clash-Taner. Voilà, j'ai accueilli ça, c'était sympa. Eh ben, clip, les amis, clip. Ton groupe préféré, c'est les Clash, et tu te présentes dans une circonscription face à Castaner. Tu seras donc notre député Clash-Taner. C'est le petit surnom qu'on te propose si tu es élu à l'Assemblée. Ça te va ou pas? C'est super. Clash-Taner, oui, c'est bien. Ouais. Voilà. Alors, dimanche, tu vas recueillir, sans bourrer les urnes. Il faut quand même le dire. Tout ça a été fait en parfaite légalité. J'en reviens toujours pas. Moi, j'adore. 51,49% des suffrages. Le Monde dit que tu renverses l'ancien ministre de l'Intérieur de la majorité présidentielle qui va avoir 48,51%. C'était quoi la campagne dans les Alpes Haute-Provence par rapport au débat médiatique Burkini et ainsi de suite, la police tue? Est-ce que ces thèmes-là étaient dans la campagne ou pas du tout? Ça dépend quelle partie de la campagne. Le Burkini, non, absolument pas, par exemple. Mais alors, le mot n'a pas été prononcé, même pas, je crois, par la candidate du RN. La police tue, c'est arrivé dans les débats. Avec Christophe Castaner. Quand on considère que la police tue dans ce pays et qu'on la met en cause et qu'on met en cause l'ordre républicain, je pense qu'on n'est pas républicain. De la même façon, quand on met en cause allègrement la coopération européenne, je pense qu'on n'est pas républicain. Et quand on ne combat pas le séparatisme dans notre pays, je pense qu'on n'est pas républicain. Alors je remercie Monsieur Castaner d'être venu sur ce sujet très rapidement. Je citerai simplement les mots de Maître Henri Leclerc, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme l'autre jour à la télé, qui disait « La police tue, c'est un constat. Le fait est que nous avons eu des morts ces derniers temps. » C'est très bien que ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit. C'est un slogan de l'extrême gauche. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur Castaner. Je ne veux pas vous couper. Je ne dis pas les policiers tuent, je dis la police tue. Et c'est d'ailleurs non, il dit la police tue lui aussi. Ouais. Il dit pas les policiers tuent. Et Maître Henri Leclerc a dit l'autre jour très clairement, je pense pas qu'on puisse accuser Maître Henri Leclerc d'être un excité anti-police, a constaté que la police tuait. Et il dit la police tue, c'est un constat. La question est de savoir si elle a le droit de le faire. Moi, j'ai une pensée ce soir pour Rayanac à 21 ans, c'est l'âge de mes enfants.
qui a été abattu par un policier. Et je ne remets pas en cause le policier. Ça, c'est à la justice de le faire. Je remets en cause, par contre, très clairement, une doctrine de maintien de l'ordre qui a été initiée sous Manuel Valls et qui a continué sous le gouvernement Macron, qui est une doctrine de maintien de l'ordre qui tourne complètement le dos au principe du maintien de l'ordre qui faisait la fierté de la France dans le monde entier depuis le préfet Giraud, qui avait été un petit peu entaché par les événements de 86 et par la mort de Malik Oussekine, qui était une doctrine de respect des manifestants et de ne pas aller au contact et d'éviter justement de créer la violence. Quand on dit la police tue, on n'attaque pas les policiers, on attaque cette doctrine. De quoi les gens te parlaient? Que ce soit les électeurs possibles ou les opposants. De quoi les gens te parlaient concrètement? Alors, ça dépend. La question que tu me poses dépend un petit peu des endroits en question. On ne parle pas de la même chose dans un quartier populaire à Manosque, dans une barre qui va bientôt être détruite et qui est dans un état lamentable, ou sur le marché d'un petit village des Alpes de Haute-Provence. En gros, les retours étaient plutôt... ça nous a même étonné au départ, et puis on a fini par s'y habituer. Les retours étaient plutôt très positifs et très enthousiastes. Mais les gens nous parlent en gros de l'augmentation du prix de l'essence, du prix des loyers, de la bouffe qu'augmente, de la galère pour aller au boulot parce que chez nous il y a très peu de transports en commun. Tu prends ta bagnole pour aller au boulot tous les matins. C'est de ça dont ils nous parlaient, hein, de la chaleur sur les derniers jours. Voilà. Et après, quand je te dis que les retours étaient très positifs. Quand on avait des retours négatifs, c'est plutôt sur les marchés, ça pour le coup, ça pouvait venir de la droite ou de gens pas forcément politisés, mais en gros les retours pas positifs, voire agressifs, on en a eu très peu. Mais là pour le coup, c'est sur le national, c'est-à-dire que tu te prends dans la gueule. Merci, le retour de Staline, on n'en a pas besoin. Et là, oui, vous voulez livrer la rue aux Arabes, etc. Mais franchement, c'était peanuts par rapport au reste, quoi. Et sur Castaner, est-ce que tu sentais une colère, une frustration dans ce que les gens te disaient sur la personne Castaner? Quand je dis la personne, je veux dire la personne publique, hein, évidemment. La personne politique, bien entendu. Personne ne s'en est jamais pris à sa personne. Enfin si, je dis ça, mais on est un petit pays et il y a des gens qui le connaissent personnellement et il a perdu pas mal d'amis, il faut le reconnaître aussi, hein. Oui, non, nous on a senti ça très très vite, la détestation. C'est ça, détestation. La détestation, il n'y a pas d'autre mot. À Forcalquier, par exemple, les 13 panneaux ont été recouverts par, tu sais, cette photo détournée avec Christophe Castaner en gilet jaune avec un œil en moins. Les 13 panneaux au centre de la ville avaient été marqués de ça. Ça avait été le cas aussi pendant la présidentielle. Il a été éborgné au feutre ou à la peinture sur énormément de panneaux. Puis là, ces derniers jours, il y avait même sur presque autour de Sisteron, de Manosque, de Forcalquier, sur les routes, écrits au rouleau, sur des mètres, hein, des lettres qui faisaient 3-4 mètres de haut, virez Casta SVP, Casta dehors, etc. Donc ça, cette détestation-là, on l'a senti monter. Et quand on tractait, les gens nous le disaient, quoi. Virez-le, quoi. C'était assez terrible. Et puis sur nos fils Twitter, etc., les commentaires, c'était d'une violence sans nom. Et alors, est-ce que c'était l'ancien ministre de l'Intérieur qui était attaqué, comme on le voit là sur l'affiche, hein, puisque évidemment, pas de pardon, ni oubli nous pardon sur d'autres affiches, on le voit éborgné. Donc là, clairement, c'est Castaner, l'éborgneur, comme Mélenchon l'a appelé dimanche, ou est-ce que c'était Castaner, l'allié le plus sûr de Macron, c'est-à-dire le représentant de Macron, ou est-ce que c'était les deux? Alors, il y a les deux, mais il y a quelque chose en plus chez nous. Alors, très clairement, le mouvement des Gilets jaunes a été très fort, hein, dans le département. On est dans un département qui est très rural, qui a un taux de pauvreté qui est nettement supérieur au taux national. Donc, les Gilets jaunes ici, ça a été quelque chose. C'est encore quelque chose d'ailleurs. Donc, ça a laissé des traces. On a même eu l'honneur d'avoir une manifestation en mars 2019 qui a été réprimée très violemment à Manosque, ce qui était quand même une première dans notre département. Avec des scènes où tu vois des gens, ils nous ont sortis de la ville et ils nous ont fait courir jusqu'au rond-point des Gilets jaunes, jusqu'au rond-point de l'A51, qui est à 2-3 km du centre-ville, avec les camions qui avançaient derrière, les gaz lacrymaux. Enfin, pour un petit bled comme ça, ça a été quelque chose de très marquant.
Et il y a eu ensuite un fort mouvement contre la réforme des retraites. Et puis l'été dernier, contre les lois liberticides, contre le pass sanitaire, etc. Il y a eu des gros mouvements contre les fermetures des urgences. Et à chaque fois, la police très, très, très présente et avec des situations vraiment. Enfin, je pourrais te raconter un soir devant les urgences à la sortie de Sisteron à la sortie du confinement, c'était complètement lunaire, quoi. Donc oui, il y a le passage au ministère de l'Intérieur qui est vraiment marquant. Le deuxième point, tu l'as dit, c'est que c'est une figure de la Macronie et en plus une figure arrogante. Est-ce que je me trompe si son arrogance est arrivée au fil des années? Au départ, au départ, le gars est moins arrogant quand même. Mais oui, complètement. Et puis il y a le côté arrogant et courtisan, c'est-à-dire ce côté complètement je suis le représentant de mon maître. Il a quand même fait, moi je tiens à le dire, en 2017, la première phrase de sa profession de foi, quand il s'est présenté comme député en 2017, j'étais déjà candidat contre lui à l'époque. Il venait d'être nommé porte-parole du gouvernement, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. La première phrase de sa profession de foi, c'était « Les 11 et 18 juin prochains, vous aurez à choisir si les Alpes de Haute-Provence ont leur place au gouvernement ». C'est-à-dire que le type t'explique que c'est lui les Alpes de Haute-Provence, et puis en même temps il te dit, voilà, j'ai l'oreille du roi, je suis votre baron, élisez-moi et tout se passera bien, quoi. Mais la troisième chose, et je crois la plus importante à Forcalquier et dans notre circonscription, c'est que Castaner, les gens le connaissent d'avant. Et c'était un maire qui a été élu sur un coup un peu particulier. On peut encore parler de coup de poker, hein, puisqu'il a été élu très jeune. Et il a été élu face à un maire de droite qui était là depuis longtemps. Et puis derrière, ça a été un maire plutôt pas mal. Sur son premier mandat, il avait pris par exemple comme adjoint au logement un copain du Parti communiste, Pierre Massina, qui est décédé depuis, qui était un communiste historique et qui a fait un boulot au logement qui était un boulot, on se serait cru en banlieue rouge, si tu veux. Donc ce gars-là, c'était ça. Et c'était un gars qui, moi, je l'ai vu déguisé au carnaval de Forcalquier en guitariste de Kiss. Ah oui, maquillé et tout. Et il venait au carnaval. C'était quelqu'un qu'on tutoyait dans la rue. Et puis, il est devenu conseiller régional et vice-président de région sous vos ailes. Il a commencé à jouer son petit jeu d'arrosage du département, etc. Et puis après, il a été élu député. Et je rappelle qu'il a été élu député sous Hollande, député PS. Ta fraîcheur, voilà, tout ce que tu es ce matin, comment tu nous garantis que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras toujours comme ça? Je t'ai dit d'où je venais tout à l'heure. Moi, je crois que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et je pense que d'ailleurs, dans le cas de Christophe Castaner, le problème, c'est que pendant la crise des Gilets jaunes, et même après, c'était un pouvoir absolu dont on parlait, hein, oui. un pouvoir de violence, un pouvoir de vie et de mort qui est absolument terrifiant. Alors ça, c'est la première chose. Moi, je ne souhaite pas du tout ce pouvoir-là, hein. Les copains déconnent dans la circo en disant à ma suppléante, comme Léo va être ministre, déconner quand on espérait avoir le gouvernement et Léo va être ministre, comme ça toi tu vas siéger. C'est vraiment pas quelque chose que je vise et c'est plutôt quelque chose dont je n'ai absolument pas envie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu me dis comment je peux vous garantir. Malheureusement, je peux rien te garantir et je peux rien me garantir à moi non plus et c'est bien ce qui m'inquiète. Après, il y a quand même quelques éléments qui me semblent pouvoir espérer échapper à cette dérive-là. Lesquels? Alors, lesquels? Le premier, c'est que je suis pas un homme seul, contrairement à pas mal de ces gens-là. Je suis pas hors sol. Il y a une équipe de militants qui est incroyable derrière. Et il se trouve que comme on est dans les Alpes de Haute-Provence, et qu'on se connaît tous, hein, faut mesurer à quel point c'est un petit pays, hein, dans le bon sens du terme. C'est des copains avec qui je milite depuis des années, syndicalement, politiquement. C'est des gens très proches, avec qui je vais retourner bosser très régulièrement. Nous, on a à la France Insoumise des Alpes de Haute-Provence une assemblée générale qui s'est réunie sans aucune interruption depuis 2017. Et c'est une assemblée générale au vrai sens du terme, c'est-à-dire c'est pas un endroit où, je sais pas moi, les groupes d'action ou les groupes locaux envoient des représentants. C'est tout le monde peut venir. Et c'est cette assemblée générale qui m'a désigné candidat avec Alice, qui nous a désigné candidat avec Alice. C'est cette assemblée générale qui a décidé tout au long de la campagne ce qu'on allait faire et comment on allait le faire.
moi, je souhaite absolument continuer à travailler avec eux. Je vais prendre dans mon équipe d'assistants parlementaires des gens de cette trempe-là. Je vais m'entourer de gens dont je sais que si jamais je déconne, je vais prendre une baffe derrière la tête qui va aller très très vite et puis on me laissera jamais le faire. Tu connais aussi mon entourage très proche, familial. Tu sais que ce sont des militants aussi. Et des gens qui se sont investis dans la campagne, mais qui me laisseront pas déconner non plus. Donc moi, c'est sur ça que je compte. Après, je t'avoue que mon arrivée hier à l'Assemblée, t'as beau être prévenu, t'as beau savoir à peu près à quoi ça ressemble, il y a quelque chose de dingue quand même. Et tu peux comprendre, enfin en tout cas, tu te rends compte qu'il va falloir faire très très gaffe à pas glisser, quoi. Le Monde rappelle ce que Louis Alliot avait écrit. Donc Louis Alliot, c'est une grande figure du RN. Il y a des cas où notre électorat va s'interroger. Par exemple, contre Monsieur Castaner. Je pense effectivement qu'il y a des électeurs du Rassemblement national dans sa circonscription qui, peut-être, même en se bouchant le nez, iront voter contre Castaner. C'est-à-dire qu'ils vont voter pour toi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu as eu des voix donc du RN contre Castaner. Mais c'est une évidence, ouais. Oui, c'est sûr, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? D'abord, je t'avoue que entendre Louis Alliot, je me rappelle l'Assemblée générale, justement, juste après, où j'ai annoncé aux copains que Louis Alliot appelait à demi-mot à voter pour nous. Je t'avoue que c'était quelque chose d'assez dingue. Je suis très très heureux qu'il ait dit ça comme ça, c'est-à-dire en se bouchant le nez et contre Castaner et qu'il n'ait pas prononcé mon nom, parce que ça, je crois que ça aurait été vraiment très difficile à vivre. Le RN joue un jeu bizarre depuis toujours avec nous. Pendant la campagne, ils sont venus nous saluer à plusieurs reprises. Et puis avec ce petit côté, comme on est contre Castaner, on est du même côté de la barricade. Moi, j'ai passé mon temps à leur rappeler que non, pas du tout. On était vraiment on n'est pas sur la même barricade. Ouais, c'est ça. Puis dans deux tranchées parfaitement différentes, et que eux, nous, si on tirait sur Castaner, c'est parce qu'il était entre eux et nous, et que c'était vers eux qu'on visait quand même, quoi. Donc ça, c'est compliqué, c'est sûr. Il me semble difficile quand même de me dire que quelqu'un qui croit sincèrement aux valeurs du Front National, du Rassemblement National, puisse aller voter pour nous. Je veux dire, c'est des mecs qui nous haïssent. Qui nous traitent d'islamo-gauchistes, qui pensent qu'on veut livrer la France aux Arabes, que on est chez nous, ils pensent qu'on est des punks à chiens en Sarwell et que on va venir jouer de la musique avec des dreads et qu'on sent mauvais sous leurs fenêtres. Enfin, ils nous regardent vraiment comme ça, quoi. J'ai du mal à croire que ces gens-là aillent voter pour nous. Je pense que ceux-là se sont abstenus, si tu veux. Après, il y en a peut-être qui sont venus voter pour nous parce qu'encore une fois, c'est un petit pays. Moi, ma voisine, je sais qu'elle vote RN et je sais qu'elle a voté pour moi. Mais c'est parce que c'est ma voisine puis qu'elle m'aime bien. Elle l'a dit sur France 3 hier. Elle a dit c'est un voisin parfait. Je n'ai rien à lui reprocher. Voilà, ça existe aussi, ça. Après, il y a des gens qui effectivement votent RN parce qu'ils sont dégoûtés de tout. Et puis tant mieux s'ils sont allés voter pour nous au deuxième tour plutôt que pour Castaner ou plutôt que d'être restés à la maison. Mais bon, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de se dire que des types qui avaient voté Marine au présidentiel et RN au premier tour sont allés voter pour nous. J'ai l'impression qu'il y a chez vous deux courants. Il y a le courant un peu à la Ruffin, qui est de dire, eh bien justement, il faut aller chercher les fâchés, pas fachos, et aller sur le terrain social, économique. Et puis d'autres qui seraient plus, peut-être parisiens d'ailleurs, d'une certaine manière, dans un truc qu'on appelait avant sociétal, c'est-à-dire sur les idées culturelles, sur les idées peut-être identitaires. Est-ce que toi, tu te situes là-dedans, déjà dans un ou des deux courants, et est-ce que cette démarcation que je fais, elle est artificielle? Par exemple, tu l'as pas du tout ressentie dans la campagne, ou au contraire, si, elle était marquée? Alors, elle n'est pas du tout artificielle, ça c'est clair. Ce dont Ruffin parle, effectivement, c'est de ces zones rurales ou périurbaines
où Que tu es, quoi, que tu représentes là, toi, pour le coup. tout à fait, tout à fait. Avec des spécificités je te dirai peut-être lesquelles après, et qui changent un peu la donne, mais où effectivement les classes populaires se sont mis à voter, soit à plus voter du tout, et c'est massif, soit à voter RN. Moi, il me semble effectivement qu'on doit aller parler à ces gens-là, et c'est ce qu'on a fait. On a fait une campagne, c'était très étrange, où ça a jamais été aussi rapide de faire basculer les gens. Je parle de la campagne des législatives, hein. Alors peut-être parce qu'on avait déjà fait la campagne des présidentielles auparavant, et qu'on avait été très présent, mais c'était assez incroyable de constater sur le terrain. Les mecs te disaient: ah non, moi de toute façon je vote FN, et tu leur disais: mais ça sert à rien, de toute façon ils sont pas là. Ah bon, bah faut voter quoi alors? Et puis tu discutes 2 secondes, et puis tu raccroches les gens, quoi. Ça pouvait aller très vite. Donc oui, moi je pense que c'est très important de parler à ces gens-là, et d'aller les chercher. Je pense qu'il faut le faire par contre sans tomber dans un espèce de populisme à côté de la plaque, quoi. Puis Miko qui te demande: que penses-tu de l'alliance LREM-RN qui se dessine? Je ne sais plus qui avait dit au moment de l'élection d'Hollande, je n'en attendais rien, mais je suis déçu quand même. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que moi, je pensais quand même pas qu'ils allaient aller si loin dans la dérive droitière, quoi. Mais t'as l'impression, enfin, nous, on les a pas vus hier à l'Assemblée. On a vu débouler le groupe LR. Et c'est particulier, ça aussi, comme expérience. C'est-à-dire, Mais vas-y, raconte. bah c'est fou, quoi, comment dire, le fossé, quoi, dans la manière d'être, dans la manière de faire, dans la manière de s'habiller. Enfin, c'est terrifiant à quel point tu peux deviner à la seconde qui est dans quel groupe, quoi. Dans la manière de parler aux employés de l'Assemblée, de se déplacer, de faire. Enfin, voilà, bref, on en reparlera. Mais oui, ils sont prêts à tout, là, je crois, pour trouver une solution aux problèmes qu'on leur pose. Ouvrir la fenêtre d'Overton de cette manière-là, comme l'a fait Dupond-Moretti l'autre jour, pour essayer de placer dans le paysage politique cette idée qu'effectivement c'est possible, ça annonce des semaines et des mois qui sont pas rassurants, quoi. Hier, rentrée des classes. Nous sommes... on est où là? On est où? Et tu vas dire où tu es sur la photo, parce que bon, moi je sais où tu es, mais il faut que tu dises où tu es. C'est la cour d'honneur de l'Assemblée nationale, et c'est les marches qui mènent au grand hall de l'Assemblée nationale. Si vous connaissez Éric Coquerel et Bastien Lachaud, Emmanuel Bompard, bah voilà, je suis au milieu du triangle, là, caché derrière. On est dimanche soir, ta vie bascule. Le gars du pays, tout d'un coup, il va voir du pays, quoi. C'est-à-dire que... Donc, non, mais je veux dire, comment tu fais là? Tu t'es préparé à ça, à te dire: je vais passer 3 jours par semaine à Paris, je vais prendre le train, toute ma vie et celle de mon entourage est bouleversée? Alors bien sûr que je m'y étais préparé et qu'on s'y était préparé. Après, tu sais comment c'est, tu te prépares, mais t'es jamais prêt, hein. Enfin, je veux dire, c'est facile de l'intellectualiser, de le construire. Après, sur le moment, et une fois que c'est là, même encore maintenant, je ne sais pas si c'est très intégré et complètement intégré, hein, ça va se faire petit à petit. Non, ce qui s'est passé dimanche soir, si c'est ça ta question, tu n'imagines pas ce qui s'est passé. Enfin, le collectif qui était autour de moi à ce moment-là, les gens qui étaient là, c'est des gens qui militent depuis des années et qui n'ont jamais gagné. Jamais, on n'a jamais gagné. Si, en 2005, on a gagné, puis après, en fait, on a perdu, Ouais. parce qu'ils ont truqué les résultats, ils ont truqué le match, ils l'ont rejoué à huis clos, et comme ça, on a perdu. Mais on n'a jamais gagné. Déjà en 2017, le nombre de gens qui venaient me voir pour me dire: c'est la première fois de ma vie que je vote pareil au premier et au second tour. Et tu sais quoi, pour moi aussi, c'était la première fois que je votais pareil de ma vie au premier et au second tour, et que je pouvais, voilà. Et là, il y a eu une explosion, et il s'est passé quelque chose dans cette salle, et après sur la place, et après dans la ville.
Il y avait j'ai jamais vu autant de gens pleurer, autant de gens se faire des câlins. C'était complètement dingue, quoi. Il se passait quelque chose de. Et donc, la soirée derrière, c'était un tunnel d'abord de médias. C'était complètement dingue. Le nombre de gens qui sont venus m'interviewer, alors par téléphone, en duplex, sur la place, etc. Puis après, j'ai enfin pu rejoindre les copains et on a fait une très, très, très belle fête. En écoutant Kiss. Non, 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 je te Ah, rassure, pas non. jusque-là, quoi. Et puis après, oui, effectivement, tu vas te coucher en sachant que demain matin, plus rien ne sera jamais pareil. D'ailleurs, tu dors pas beaucoup. Non, non, le lendemain, tu as un coup de fil de Madame la préfète qui te convoque à la préfecture, enfin qui t'invite, pardon, et qui commence par Oui, Monsieur le député. là, on te convoque plus, on t'invite. Ouais, Il y ouais, a une ouais, petite ouais. différence. Ouais. Madame la préfète que je connais bien, enfin que je connais bien, parce que Du j'ai temps où elle te siégé. convoquait. Oui, c'est ça. J'ai siégé dans les instances. Je suis syndicaliste et représentant du personnel enseignant. Ouais. Et j'ai siégé dans les instances avec cette dame en face, qui d'ailleurs est une préfète qui fait, de mon point de vue, honneur à ses fonctions. Là, elle t'appelle, monsieur le député, je vous appelle pour vous féliciter pour votre victoire et vous inviter à me voir cet après-midi. Donc après, tu vas à la préfecture, pas dans les salles de réunion où tu vas d'habitude au sous-sol de l'autre côté, mais dans les bureaux, et on te remet le courrier du nouveau député avec les codes pour accéder au site de l'Assemblée, et puis tu as ton premier entretien avec Madame la préfète en tant que représentante de l'exécutif sur le département, qui s'adresse à l'un des deux représentants, parce que nous, il n'y a que 2 circos, hein, encore une fois, c'est tout petit chez nous. Voilà, c'est très particulier quand même comme moment, quoi. Ouais. Et là, effectivement, tu commences à réaliser Que... concrètement, je veux dire, ce que ça veut dire, quoi. Et alors donc, ça veut dire que tu dois te rendre à Paris parce que il faut faire la visite des lieux, c'est ça? Tu es accueilli du lundi, de lendemain de second tour jusqu'au lundi précédant l'ouverture de la première session parlementaire, puisque la rentrée parlementaire, c'est mardi prochain, hein. Oui. Je vois sous la photo que Adrien Quatennens a posté avec moi, qui fait un buzz pas possible, je découvre ça aussi. Les commentaires d'un certain nombre de trolls, je ne sais pas si ça vient des fachos ou si ça vient de l'REM, mais qui disent prévenez-les quand même qu'il faut qu'ils se mettent au boulot, les autres députés ont déjà commencé à travailler. Non, non, je vous rassure, les autres députés n'ont pas commencé à travailler, la rentrée parlementaire, c'est mardi prochain. Donc, en fait, tu peux venir du lundi au lundi, tu as tout un parcours à faire à l'Assemblée pour prendre tes fonctions, un parcours à la fois administratif, symbolique, médiatique, avec des photos à prendre, etc. Ce parcours-là, tu peux te présenter quand tu veux dans cette semaine-là pour le faire. Il se trouve qu'à la France Insoumise, on a choisi de le faire tous ensemble et de manière très forte et symbolique, comme ça avait été le cas en 2017. Vous arrivez, il y a les vieux de la vieille, on va dire. Alors il y a Mélenchon, par exemple. Mélenchon qui est encore député à ce moment-là, qui a donc le droit d'être là, et qui fait quand même un peu, justement, le directeur de colo, un peu là, non? Ou d'école, non? Un peu, un peu. Il nous montre le siège de Jaurès. Là, on est dans l'hémicycle. Il y a un député RN que tu vois sur le côté là qui vient râler parce que qui explique que c'est pas normal qu'on monte à la tribune, etc., etc. Il y a Alexis Corbière qui nous fait des cours d'histoire. Voilà, c'est un moment où on rentre. Je t'avoue, quand tu rentres dans l'hémicycle, il se passe quelque chose quand même, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu es t'y es, quoi. T'es à l'Assemblée nationale. Là, on fait partie quand même d'un courant politique pour qui l'Assemblée nationale, c'est le lieu. Enfin, ça devrait en tout cas être le lieu où se décide la politique de la nation. Et tout est organisé pour ça, hein. Il y a un décorum, il y a une organisation à la fois dans l'espace et dans la manière de gérer cet espace qui t'amène à découvrir ça, quoi. Et quand tu arrives dans l'hémicycle, ouais, ça fait quelque chose, quoi. Tu rentres, dans cet endroit où se décide la politique de la nation, ou en tout cas, elle devrait se décider. Donc là, il y a, par exemple, Corbière, professeur d'histoire de son état, qui vous fait une petite leçon d'histoire. Il nous présente le bronze qui est au-dessus, où on voit Mirabeau prononcer la phrase qu'il n'a jamais prononcée face aux représentants du roi qui vient leur demander de dissoudre l'Assemblée nationale. Déjà, c'est la première tentative de dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, on voit les gars qu'emmènent les bancs.
et Mirabeau qui dit « Nous sommes là par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Il nous a raconté aussi le moment de l'occupation où il y a une prise de parole d'Hitler en dessous, devant le drapeau à croix gammée. Bon, tu rentres là et tu te rends compte que, bah oui, en fait, tu entres à l'Assemblée nationale et tu deviens un des députés qui va tenter de construire la politique du pays pour ces 5 prochaines années. C'est quelque chose d'assez solennel, il faut le reconnaître. Alors, c'est ça. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que c'est l'excitation, l'appréhension, un truc complètement fou, ou au contraire, est-ce que tu as eu l'impression que c'était un peu dérisoire, qu'il y avait un côté un peu appartement témoin, où on visite le truc. C'est quoi ce que tu as ressenti? D'excitation, non, il y a pas le côté. Enfin, moi, j'étais pas vraiment, pas du tout dans cet état d'esprit-là. La fierté, le côté retrouver les copains et puis aussi retrouver des gens que tu connais d'un peu loin et être auprès d'eux tout d'un coup, il y a quelque chose de très fort, mais c'est pas de l'excitation. Non, au fur et à mesure que tu te balades dans l'Assemblée, quand même, il y a un côté, voilà, cette solennité et cette responsabilité qui t'incombe, tu vois, elle commence à devenir une réalité. Ça, c'est très fort. Après, moi, j'ai trouvé que c'était très chouette de visiter l'Assemblée avec Alexis qui nous expliquait un certain nombre de choses, puis après avec d'autres députés ou assistants parlementaires, parce que tu comprends un certain nombre de choses. Après, il y en a d'autres qui sont plus sur le côté justement dérision et qui mettent la petite blague. Et pour moi, ça, c'est super important aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me fait plus peur que l'esprit de sérieux. Donc, c'est bien quand il y a un peu de déconne au milieu. Parce que ce qui t'arrive au moment où tu te balades dans l'Assemblée nationale, c'est quelque chose d'assez dingue quand même, quoi. De voir tous ces gens qui sont là, très pros, très... tu t'adresses à des gens qui, en cravate bleue ou alors en costume d'huissier, tu t'approches, tu dis excusez-moi, est-ce que je pourrais? Et on t'arrête tout de suite, on dit mais vous faites ce que vous voulez, monsieur le député, vous êtes chez vous. Tu demandes ton chemin, la personne immédiatement arrête tout pour t'accompagner à l'endroit où ils sont adorables, hein, vraiment, ils font leur boulot de manière, ils sont d'une efficacité, c'est complètement dingue. Et puis j'ai l'impression quand même, alors après ça à voir si ça se confirme, j'ai quand même l'impression qu'ils nous aiment bien et qu'ils nous ont associés tout de suite au groupe LFI en cours. Parce que Parce que vous êtes sympa, c'est ça? Moi j'ai passé ma journée à dire aux gens merci beaucoup, super, bravo, parce que franchement j'ai voulu débarrasser à la buvette. Moi je suis habitué à la cantine, tu sais. Moi je trouve ça absolument génial parce que c'est la première fois que j'entends ça. Voilà, comment on devient député, etc., etc. Mais bon, par exemple, t'as quand même Émile Cheval qui dit justement ce décorum écrasant ne serait-il pas temps de le changer là? Peut-être pas tout de suite, que tu en profites de 3 minutes, je le comprends très bien, mais est-ce que tu as ressenti déjà un décalage entre ce décorum, ce poids de l'histoire, tous ces gens qui sont à ton service, les moyens financiers qui sont là, et ce que tu représentes, d'où tu viens? Ah ben c'est un décalage qui est ahurissant. Enfin, je veux dire, il y a un décalage complètement dingue entre d'où tu viens, comment tu as construit ta campagne, comment tu étais porté par les copains il y a 2 secondes, et là tout d'un coup tu es jeté dans ce grand bain-là, où il y a une espèce de luxe quand même. Enfin, moi, c'est du luxe, quoi, dans le matériel qu'on nous fournit, dans la manière dont on te traite, je comprends, si tu veux, j'espère que ça ne m'arrivera pas, mais tu peux comprendre au bout d'un moment que si tu te laisses aller à ça, tu perds complètement le sens des réalités, quoi. À propos de réalité, je reviens 2 secondes à l'école dont tu étais encore le directeur tout à l'heure, parce qu'il y a plusieurs personnes, comme Labelline qui dit « Et les enfants de l'école, ils doivent être tristes, non ?» D'autres qui disent « Est-ce que, vu la conjoncture, ton poste de directeur va être remplacé ?» Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton école? Ça me fait super plaisir qu'il y ait des gens qui sachent qu'on n'est pas remplacé, parce que ça, peu de gens le savent. Enfin, à part ceux qui le subissent au quotidien, hein, mais on n'est presque plus remplacé dans l'éducation nationale. Je répète, je suis dans une école à 2 classes depuis le début de l'année.
il y a eu, je sais plus, je crois qu'on est à 9 ou 10 jours où l'un des deux collègues n'a pas été remplacé quand il était absent. Et parfois, la plupart du temps, pardon, absent pour raison de service, hein, pas absent pour maladie ou autre. Et donc, ça veut dire que tu as une classe qui ferme pendant la journée, que tu appelles les parents qui doivent venir chercher. Enfin, bref. Donc oui, je suis remplacé. Pour le coup, moi, parce qu'on l'a organisé à l'avance, j'ai demandé des jours de congé sans solde, parce que c'est comme ça que ça se passe, pour pouvoir mener campagne sur les 15 derniers jours avant le premier tour et sur la semaine d'entre-deux tours. Je dois souligner, parce que c'est important aussi, que l'inspection académique a été absolument parfaite de ce point de vue-là. Et donc, il y a un remplaçant dans ma classe, en fait, depuis le 30 mai. Et ce remplaçant va finir l'année. Là, il faut que j'appelle ma collègue de l'autre classe, par contre, qui assurait l'intérim de direction jusqu'à maintenant et qui assurait en fait la direction sur le terrain. Mais je continuais à m'occuper des mails et de tout ça. Et il va falloir que je l'appelle pour lui expliquer que là, je vais vraiment lui passer la main sur tout. Et je pense qu'elle va faire la gueule. Excuse-moi, Dominique, je suis désolé. On est là. Là, on reconnaît Alma Dufour, on reconnaît quelques personnes qui ont été au poste. Donc vous rentrez. On rentre. Je ne sais pas si je peux parler comme j'ai pas. Vas-y, tu peux parler. Ici, c'est comme BFM, c'est le duplex. Ah, on y va. C'est beau. On rentre en fait dans le hall de l'Assemblée nationale, dans le grand hall qui est en haut des marches. Et je ne sais pas d'où c'est parti, mais ça se met à chanter. On est là. Il y a des points qui se lèvent. Et moi, entendre le chant des gilets jaunes dans le hall de l'Assemblée nationale, ben, ça fout les poils, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'était complètement. C'était quelque chose, quoi. C'était quelque chose. Voilà. Et je suis très, très, très fier pour le coup. Ça, tu vois, par exemple, il y a des trucs où comme tu dis, c'est étrange, c'est compliqué. Il y a des contradictions à gérer dans ce qui est en train de m'arriver depuis dimanche. Là, le fait est que ça fait partie des moments où, bon, voilà, tu sais pourquoi tu es là, justement. Excuse-moi, je suis ému. Le chat est ému. Oui, on est tous là. Mais moi, j'ai l'impression qu'au-delà de ce que tu racontes, ce que ça signifie, c'est que bon, allez, on va pas se mentir. Dans votre groupe, il y a des professionnels de la politique, hein, des gens qui n'ont fait que ça de leur vie. Et puis, il y a des gens comme toi qui déboulent après une vie normale, on va dire, sociale, et qui sont des militants. Et c'est un champ de militants. C'est pas un champ de voilà. Et donc je veux pas savoir. Et d'ailleurs, a priori, on ne saura jamais qui a entonné ce chant-là. Mais bon, voilà. Et donc cette ferveur-là et cette authenticité, on va dire, comme disaient les NTM, comment vous allez la garder? Ce chant-là, regarde les dorures de la République. Devant cette assemblée, il y a des gens qui ont été éborgnés. Il y a Sébastien qui a perdu sa main devant l'Assemblée. Devant cette Assemblée, c'est là aussi que des flics ont fait une manifestation. Donc, comment tenir là? Alors, comment tenir? D'abord, il y a... Enfin, je vais te sortir des poncifs, je suis désolé, hein, mais... T'as pas d'éléments de langage encore? C'est pas arrivé, arrivé sur le groupe Cilial? Tu sais, quand tu vois mon téléphone pour le moment, si tu veux, autant te dire que les éléments de langage, ils arrivent un peu tardivement. Bref, non, mais il y a le collectif d'abord, c'est-à-dire que tu parles des différents profils qu'il y a dans le groupe. Moi, je connais des gens qui relèvent des deux profils. On est quand même très clairement majoritaire dans le second profil, hein, celui des militants de terrain qui déboulent là et pour qui c'est un changement de vie, mais y compris dans ceux qui, effectivement, ont mené une carrière politique depuis des années. C'est des gens qui ont été dans les manifs de tout temps et qui ont toujours fait les deux, quoi, qui ont toujours fait la rue et la carrière politique à côté. Je ne sais pas si c'est elle qui a lancé le chant, mais Danielle Simonet, qu'on voit rentrer à un moment donné, qui est conseillère de Paris, moi, c'est quelqu'un que je connais de près. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui a une pêche, mais de tout le temps, et qui est tout le temps sur la brèche, et qui est tout le temps en train de lancer des choses, quoi. Donc, moi, ce collectif-là, je lui fais vraiment confiance
pour rester comme il est, enfin, un symbole pour moi, c'est la réélection hier en réunion de groupe de Mathilde Panot à la présidence du groupe LFI. Pour moi, c'est quelqu'un de super jeune et qu'il était en tout cas au moment où elle est rentrée à l'Assemblée, elle avait 28 ans. Euh, je trouve ça fabuleux qu'on élise une femme de cet âge-là avec le caractère qu'elle a, la manière qu'elle a de mener les débats, de prendre la parole avec le symbole qu'elle représente depuis cette célèbre scène de la poissonnière. Madame Panot. Alors là, c'est la folle. Ça, je ne sais pas encore qui c'est. Voilà. Et là, on entend très distinctement la poissonnière. Et donc ça, c'est Pierre Henriet, qui est député de Vendée, qui a eu l'élégance de me crier ça juste avant ma prise de parole au nom de mon groupe sur l'état d'urgence sanitaire qui était prolongé. D'écouter Madame Panot. Insulte qui, je le rappelle, comme me l'a rappelé une amie historienne, qui est proférée contre les femmes depuis la Révolution française, puisque les femmes, lorsqu'elles défendaient le peuple et se battaient notamment pour que les femmes puissent participer à la vie politique, étaient déjà, il y a plus de 200 ans, traitées de poissonnières. On est quand même le groupe où ils ont appelé Adrien Quatennens pendant toute la mandature le député call center, Caroline Fiat la députée Bac-2. Donc moi, je suis très fier d'appartenir à ce groupe-là, quoi. On te remet le règlement de l'Assemblée nationale, ce petit livre rouge et bleu que nous voyons si souvent au poste, quand notamment à l'époque Bernalicis le brandissait. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois le tenir pour dire je fais un rappel au règlement, c'est ça? Tu dois l'avoir en main. C'est comme la Bible. C'est ça. À la fois, moi, j'ai toujours pensé que c'était important en tant qu'animateur de colo, directeur de colo ou qu'enseignant. Les rituels sont importants. Ça aide à poser les choses, ça aide à construire les choses. Après, apparemment, ce qu'on fait, c'est que tu lèves le règlement quand tu sais que tu vas pouvoir le sortir, puis après, tu vas regarder à quel article, parce que si tu n'as pas levé ton règlement suffisamment tôt, eh ben, tu peux pas faire ton rappel au règlement, si j'ai bien tout suivi. Mais j'apprends, hein, je suis tout neuf. Hein. Donc après, vous rentrez, vous faites des réunions, et puis vous partagez un peu les rôles, non? C'est pas ça? Il y a pas, il y a des inscriptions ici ou là? Comment ça se passe? Il y a 8 commissions à l'Assemblée nationale, commissions permanentes, et tous les députés doivent être inscrits dans une commission permanente. On a un certain nombre de places dans chaque commission permanente. En gros, le nombre de députés divisé par 8, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et on est tenu de siéger en commission, hein, tout le monde doit y être, et ça va se décider aujourd'hui en fait, parce que forcément il y a des commissions qui intéressent plus que d'autres, en particulier dans un groupe comme le nôtre, qui est très marqué, qui est très placé politiquement, donc forcément il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres quand tu es dans notre camp. Après, au-delà des commissions, il y a des délégations, où là on n'est pas du tout obligé d'être, mais on peut choisir de participer à des délégations. Sur des thèmes beaucoup plus précis, c'est des petits groupes de travail. On peut demander aussi à participer à des groupes d'amitié avec d'autres pays. Vous pouvez faire des vœux là-dessus. Donc, comme dit Tadei, en fait, c'est Parcoursup à l'Assemblée. Hein, vous faites des vœux et... C'est un peu ça. Bon, c'est un peu plus sympa parce que c'est sur papier et puis il y a moins de cases à cocher et puis tu auras la réponse le lendemain. Et puis t'es pas sur liste d'attente, tu vois, à attendre de voir si tu remontes dans le classement. Mais oui, effectivement, faut faire des choix. Ouais. C'est la différence avec Parcoursup aussi, c'est qu'on peut ordonner les vœux. Donc, mon premier vœu sur Parcoursup Assemblée nationale, c'est la commission culture, éducation, jeunesse. Mon deuxième, c'est la commission des affaires sociales. Troisième, si mes souvenirs sont bons, non, ça j'en suis sûr, c'est l'aménagement du territoire pour travailler sur tout ce qui est ruralité, etc. Parce que c'est aussi quelque chose de très prégnant chez nous. Et puis après, je me rappelle plus dans quel ordre j'ai classé les 5 autres. Tu sais, tu mets, je peux le dire, j'ai mis la défense en dernier. Question de Roi Ginès. Avez-vous déjà vos assistants parlementaires? Apparemment, avec l'enveloppe qu'on a, on est en mesure d'embaucher 3 équivalents temps plein en les payant correctement. C'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à 5, hein, mais tu commences à aller... Ou 6, je crois qu'on peut même en avoir 6. Là, ils sont ubérisés, là, à 6. Voilà, tu commences à avoir des Uber collaborateurs et Dieu sait que c'est pas... Pourquoi je dis Dieu sait, moi voilà, c'est pas du tout ce que je compte faire. Il faut que tu embauches aussi tes collaborateurs en
en fonction de la commission dans laquelle tu vas siéger, etc. Tu vois, parce qu'il Eh faut, oui. il faut s'entourer de gens qui sont capables de porter les choses. C'est quoi le rôle du local quand on est député? Est-ce que ça a toujours un sens? Est-ce que ça a le même sens qu'au 19e siècle, par exemple, d'être le représentant local d'une région à Paris? Normalement, le représentant du territoire, c'est le sénateur ou la sénatrice. L'élection par circonscription C'est ça? est une modalité d'élection. On pourrait très bien imaginer un scrutin où il y a 577 noms sur une liste nationale, bon, bien sûr avec des exigences de représentativité, etc. Puis on vote et puis c'est les 35 premiers, 80 premiers qui sont élus. Le fait est que dans la tête des gens, et en particulier dans un département très rural comme le nôtre, oui, tu es le représentant de la circonscription. Et par exemple, la préfète m'a expliqué dès lundi que voilà, on était les représentants du législatif sur le territoire et qu'on devait travailler avec la représentante de l'exécutif qu'elle était elle. Et puis, moi, ça me semble très important d'être porteur. Enfin, tu vois, quand tu discutes avec des gens de qu'est-ce que tu as en classe et que tu expliques que tu as des CP, CE1, CE2, CM1, CM2, avec un institut qui bosse à Marseille ou à Bordeaux ou à Paris, ils te regardent avec des yeux comme ça parce qu'ils n'imaginent même pas que ça puisse exister, quoi. Donc, c'est important d'être porteur de ça. Je prends cet exemple-là parce que je le connais bien, mais il y en a plein d'autres. Donc, le rôle en circonscription, il y a tout un rôle de décorum. Je vais me renseigner là très rapidement sur ce que je suis obligé ou pas de faire. Parce que je suis déjà invité à 15 tonnes d'inauguration, de trucs, de machins, etc. Moi, je souhaite être présent dans des trucs politiques. Après, il y a un certain nombre d'autres célébrations auxquelles j'espère pouvoir me soustraire, parce que je trouve que ce n'est pas mon rôle d'aller poser sur la photo avec l'écharpe et de faire le beau dans le journal. Mais par contre, on a déjà commencé à travailler, et ça depuis un moment, au lien qu'on allait faire avec le terrain. Je veux surtout pas qu'ils aient l'impression, et surtout, je veux surtout pas que ce soit vrai, qu'on est venu faire ça dans la cité et puis qu'après on disparaît pendant 5 ans puis qu'on n'en a plus rien à foutre. Donc on est en train de travailler à ça aussi. C'est écrit sur ma petite note là, tu vois, tourner des quartiers, tourner des syndicats. On a noté tous les gens qu'on a rencontrés pendant cette campagne ou qui nous ont interpellés pendant cette campagne, des collectifs, des personnes, etc., où on a dit on en reparle après la victoire et on note tout ça parce qu'on veut rien oublier. Je te remonte une question un peu dure, mais je pense qu'elle est intéressante, de Junato Zorus. Ça fait quoi d'être dans une assemblée où rien ne va se décider, ni dans un sens, ni dans l'autre? On se prépare à un combat qui va être ardu, qui va être sans doute très violent. On va être accusé, on l'est déjà. Ils ont fait campagne là-dessus de bloquer, de provoquer l'immobilisme de la nation, la paralysie, etc. On va être accusé, dès qu'on va voter un truc et que l'extrême droite aura voté la même chose, on va être accusé d'être les extrêmes qui se rejoignent. Je sais que ça va être très très violent. Ce qui me rassure encore une fois, c'est d'être dans ce groupe où je vois passer des noms. Dans le chat, il y a un certain nombre de noms, voilà, qui font que bon, ces copains-là, ils sont déjà habitués. C'est quand même plus agréable de militer chez nous que de l'autre côté, quoi. Merde, quoi. Donc voilà, ça nous porte. Après, oui, je pense qu'on va vers 5 années qui vont être particulièrement difficiles. Il y a Olivier Azam, que je salue, qui était à ta place hier, qui dit quelle émotion. Alors c'était quand on a montré votre arrivée au champ des Gilets jaunes, quelle émotion. Quand cette émotion passera les obstacles du cynisme médiatique et touchera les premiers concernés qui ne se déplacent pas pour voter, on vivra la révolution par les urnes. Voilà. On m'a dit point levé, alors j'obéis moi, tu vois. Alors, sache quand même que nous, au Poste, on a une spécialité, c'est que on aime bien suivre les débats à l'Assemblée. Hein. Donc, vous serez quand même sous notre viseur. Mais j'espère bien. Et c'est très important. Et ouais. Et je compte sur toi. Alors, personnellement, là, je suis désolé, hein, mais là, c'est une demande perso de faire comme les copains. Hein, c'est-à-dire que si je déconne, dis-le moi, s'il te plaît. Et vite. Très bien, monsieur le député.
Bon, allez, je t'embrasse, passe une bonne journée, et puis à bientôt. Putain, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. T'en Grosse prie. bise. Ouais, Ciao. ciao. Les amis, je reste avec vous pendant que Léo se débranche. Alors, je vais vous dire un truc. Les interviews des proches, des amis, des potes, des familiers, c'est les plus délicates. C'est les plus délicates. J'espère que je m'en suis bien sorti. Voilà. J'espère que je m'en suis- Lui, parfait.